Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour mieux ou bien. Patrice, Christophe et je me mets à la place des invités ils disent où je suis tombé. Et Emma, bonjour à tous les trois. Bonjour Michel. Bonjour. Patrice. Bonjour monsieur. Oui, la procréation médicalement assistée, ça vous dit quelque chose? La fameuse PMA, 3 lettres qui sont maintenant rentrées dans le langage courant. Alors c'est à la fois moderne, car ça témoigne de la puissance de la recherche et de la science, et vertigineux aussi, je vous dirai pourquoi. Emma. Il y a cette PMA, il y a la FIV qui en est une des illustrations. On va essayer de démêler le vrai du faux parce qu'il y a pas mal d'idées reçues sur le sujet. Christophe. Quand on parle de PMA, évidemment, on pense immédiatement aux traitements hormonaux, aux rendez-vous médicaux, aux examens, mais beaucoup moins au sport qu'on pourrait faire pendant cette période. L'activité physique peut jouer un rôle important dans ce parcours éprouvant pour les gens qui les suivent, autant physiquement que psychologiquement. Mais alors Et alors, c'est une thématique, et oui, autour de la procréation médicalement assistée avec notre invité, professeur Michael Grimbert. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Gynéco, obstétricien, chef du service de médecine de la reproduction à l'hôpital Antoine Béclère à Clamart, près de Paris. C'est un sujet important, non seulement éthique, mais aussi pour les personnes et les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, quelles qu'en soient les raisons. Il y a de plus en plus de demandes, d'appels à la PMA en France aujourd'hui. Oui, paradoxalement, on dit que les Français font de moins en moins d'enfants, mais pour autant, on a de plus en plus de demandes. Et avec les évolutions des lois de bioéthique, on a ceux qui viennent avec des demandes de faire un enfant, et les femmes qui maintenant peuvent congeler des ovocytes pour elles-mêmes, dans le but futur d'avoir un enfant et de repousser le projet de maternité. Donc on déborde de demandes. Et il y a encore beaucoup de couples français, enfin de gens qui voudraient avoir des enfants, qui partent à l'étranger parce que les démarches étaient tellement compliquées, ou le sont peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, que ceux qui en ont les moyens vont notamment en Espagne par exemple. Oui, c'est complètement vrai, c'est toujours vrai, et c'est presque plus que jamais d'actualité parce qu'il y a des files d'attente pour un certain nombre de techniques qui ne sont pas ou très peu disponibles en France, ou pas parce que la loi ne les autorise pas, type diagnostic préimplantatoire sur des embryons pour aller plus vite à la grossesse, si grossesse il doit y avoir. Tout ça, c'est pas faisable en France. Et oui, ils vont à l'étranger quand ils en ont les moyens. Alors on va reparler des différentes techniques. On va notamment parler de la GPA, la grossesse pour autrui, sur laquelle vous vous êtes prononcé parce qu'il y a eu, en ce moment on est en train de travailler sur la révision des lois de bioéthique qui concernent tout un tas de sujets médicaux. Il y a eu dernièrement une réunion en Ile-de-France fin avril et dans le Figaro, on a repris une partie de l'interview où vous disiez que vous n'étiez ni fervent défenseur, ni farouche opposant à la maternité, à la grossesse pour autrui. Vous faites partie de ceux qui pensent qu'il s'agit du sens de l'histoire. Et si la loi devait évoluer, on a le droit de réfléchir aux meilleurs moyens de le faire. C'est un gros sujet éthique aujourd'hui, la grossesse pour autrui. Autrement dit, on fait porter un enfant par une femme qui ensuite va redonner l'enfant aux parents qui souhaitaient l'avoir. C'est un débat on va vers où aujourd'hui? On va vers une simplification, parce que la GPA, c'est surtout à l'étranger. Enfin, c'est à l'étranger aujourd'hui que ça se passe, exclusivement. Ouais, c'est à l'étranger parce que c'est formellement interdit en France, mais comme dans beaucoup de pays. Alors là, pour le coup, vous parliez de l'Espagne tout à l'heure. En Espagne, c'est interdit, la GPA également. C'est autorisé en Belgique au cas par cas. Dans quelques situations, ils s'autorisent à y penser. Et puis, c'est ouvert aux États-Unis, c'est ouvert au Canada. C'est ouvert aussi dans des pays un peu moins riches, où beaucoup de gens vont parce que c'est moins cher. Parce qu'il faut savoir qu'une GPA, aujourd'hui, faire porter son enfant par quelqu'un d'autre, c'est aux États-Unis, Canada, entre 100 et 200 000 euros. Si on va en Géorgie, des choses comme ça, on va être plutôt aux alentours de 60-70 000. Ce qui est énorme, mais ce qui est quand même 2 fois moins. Le gynéco que vous êtes, le médecin que vous êtes, vous n'êtes ni défenseur, ni contre, parce qu'il y a une évolution, vous dites que ça va dans le sens de l'histoire. Ça ne vous choque pas qu'un enfant soit porté par une autre femme et qu'ensuite elle donne cet enfant, en sachant, et c'est votre métier, tout ce qui se passe entre un enfant et sa maman pendant la grossesse? Alors, bien sûr que ça me questionne. Ça me questionne et je pense pas, encore une fois, c'est ce que je dis à chaque fois, je pense pas qu'on puisse être formellement pour, formellement contre. C'est très compliqué. Ou alors, si on n'est pas du tout ouvert, je veux bien qu'on soit pas ouvert, mais on peut prendre tout un tas de cas et si des gens sont à un moment
concernés par le problème. À titre perso, vous allez voir que ces gens qui sont contre à un moment vont tout d'un coup s'ouvrir. Parce que bien sûr que toutes les femmes, quasiment, veulent porter un enfant. Je ne parle pas de la GPA pour une femme qui ne veut pas avoir son corps déformé, ne pas accoucher. Ça n'a aucun sens, ça, on est d'accord. Maintenant, une femme, on se bat en permanence pour essayer de transmettre sa génétique avec ses ovocytes. Et d'ailleurs, on autorise à ce que les femmes puissent congeler leurs ovocytes pour éviter le don d'ovocytes dans le futur, pour qu'elles puissent repousser l'âge de la maternité, pour qu'elles transmettent leur génétique. Ces femmes-là qui ne peuvent pas porter d'utérus pour tout un tas de raisons médicales, parce on leur a enlevé l'utérus, parce qu'elles sont nées sans utérus, parce qu'elles ont eu un cancer de l'utérus, ces femmes-là, qui peuvent pour autant transmettre leur génétique puisqu'elles ont leurs ovaires, on leur interdit de pouvoir transmettre cette génétique parce qu'elles ne peuvent pas porter. Et c'est pas un choix, elles n'y vont pas de gaieté de cœur. Mais je crois qu'à un moment, on doit se poser la question, et bien sûr qu'il y a un impact sur cette femme qui va porter. Maintenant, il va y avoir des déformations de son corps, elle va être imbibée d'hormones pendant cette grossesse, mais cette grossesse ne sera pas vécue de la même manière. Souvent, c'est des femmes, dans 90%, qui ont déjà des enfants, qui n'en veulent plus forcément. Et pour celles qui acceptent de porter, elles ne sont pas du tout dans les mêmes conditions psychiques. Elles savent très bien que cet enfant, elles ne vont pas l'investir pareil, puisqu'elles vont devoir le donner. Oui, mais c'est une question éthique aussi. C'est bien de sûr demander si. C'est aussi une question en se demandant si ce qui se passe dans le cerveau de la maman, qui porte un enfant qu'elle va chérir même pendant la grossesse, le fait qu'elle se détache de cette grossesse justement pour ne pas souffrir au moment où elle va accoucher et devoir le donner, n'a pas des répercussions sur l'enfant. On ne le sait pas, ça. Alors, c'est très difficile à évaluer. En tout cas, il n'y a pas de répercussions physiques. Il n'y a pas de maladie générée par la GPA. La GPA, ça existe depuis la nuit des temps. Hein. Il y a ce qui est encadré, et puis il y a tout ce qui était fait dans les familles riches, dans tout un tas de pays, où les femmes ne voulaient pas porter pour raison X ou Y. Donc ça a toujours existé, pour ainsi dire. Il n'y a pas de maladie directement associée à la GPA quand on a porté un enfant et qu'on va le transmettre. Ces enfants ne vont pas forcément plus mal, je dirais, médicalement. Psychologiquement, il n'y a pas beaucoup d'études. Les suivis sont relativement restreints, même si les études sont plutôt rassurantes, mais ça va dépendre un peu de la manière, du contexte dans lequel ils vont être récupérés, ces enfants, de l'annonce. Ouais. Et puis, il y a aussi la manière, il ne faut pas s'intéresser qu'aux enfants, il faut s'intéresser à celle qui a porté aussi. Comment elle va vivre, et aussi sur le long terme, la manière dont elle a géré cette grossesse. C'est sûr qu'en 27 minutes, c'est compliqué de parler de toute la PMA, tellement il y a de techniques, mais je vais vous expliquer deux techniques les plus classiques, la FIV, la fécondation in vitro, et ce qu'on appelle l'ICSI aussi. Je me suis fendu d'un petit dessin pour vous expliquer ça le plus simplement possible, si jamais on devait l'évoquer. Fécondation in vitro pour FIV. On prend le sperme d'un monsieur, le spermatozoïde que j'ai dessiné ici. Ça, c'est la tête, si vous n'avez pas reconnu. Il est sympa, il est souriant et tout. Et là, c'est l'ovocyte, donc l'ovule de la maman. On met tout ça, je simplifie, Mickaël, on met tout ça dans une petite boîte. On laisse, là, il y a un petit cœur, je ne sais pas si vous le voyez bien. La rencontre entre les deux se fait naturellement. Ça donne un enfant qui est très content parce que le spermatozoïde va rentrer naturellement. L'ICSI, c'est quand les fécondations in vitro ne fonctionnent pas, ça ne marche pas dans la petite boîte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Toujours pareil, on prend le spermatozoïde de l'homme, on prend l'ovocyte de la maman, on va mettre les spermatozoïdes dans ce que j'ai illustré ici comme une seringue, c'est bien sûr plus compliqué que ça, et on va le faire rentrer. On va le forcer en le poussant un petit peu à le faire rentrer dans l'ovocyte. Comme ça, s'il est un peu feignant et qu'il n'arrive pas à y rentrer tout seul, là, il n'y a pas de souci. Il n'y a que la tête qui va rentrer et ça va donner un enfant. Deux méthodes très importantes. L'ICSI a été... c'est plus récent que les fécondations in vitro. Ça a fait beaucoup évoluer la pratique et les réussites de cette procréation médicalement assistée. Une PMA qui ne date pas d'hier. On va en parler tout de suite avec Patrice. Alors, ça remonte à quand ? Quand on pense PMA, on se dit c'est un truc moderne, c'est le XXe siècle. Et en fait, quand on regarde, on s'aperçoit que l'idée, elle a germé dans certains cortex dès le XVIIIe siècle, parce que vous avez à l'époque des médecins qui tentent des inséminations artificielles
rudimentaires, évidemment. Alors, le cas le plus documenté, c'est celui d'un chirurgien écossais du nom de John Hunter. En 1770, à Londres, il conseille à un homme qui n'arrive pas à avoir d'enfant de recueillir son sperme et de l'introduire dans le vagin de sa femme. À la même époque, vous avez un biologiste italien, un certain Lazzaro Spallanzani, qui réalise des expériences, mais là, c'est sur des grenouilles et sur des chiens, et il démontre que la fécondation peut être obtenue artificiellement. Alors, puisque vous avez parlé de cortex, c'est dans quelle partie du cortex? Comment ça, dans quelle partie du corps? Oui, dans quelle partie du cortex on réfléchit? Ah, bah dans la matière grise, donc les neurones. Voilà, très bien. De temps en temps... La question qui a rien à voir. Il me pose des petites questions bio de temps en temps. Anatomiques, oui. Ils ont bien compris. Il n'était pas bien. Il a dit, oh là, Voilà. c'est au XXe siècle que tout bascule. Et alors, bon, 18e, là, et puis après, il ne se passe rien. Et puis au XXe siècle, 1978, en Angleterre, naissance de Louise Brown, le premier bébé éprouvette. C'est une affaire révolutionnaire menée par un biologiste qui s'appelle Robert Edwards, qui d'ailleurs sera futur, qui est à l'époque et qui est devenu depuis Nobel, j'allais dire de la paix, franchement, c'est Nobel de biologie. Hein. Alors, on est toujours là avec les enfants. C'est Nobel de la PMA. De la PMA, oui. Alors, l'affaire est forcément révolutionnaire parce que pour la première fois, en fait, la conception humaine sort du corps humain. Ensuite, tout va s'accélérer dans les années 80 et 90. Eh bien, on consacre un peu l'industrialisation du vivant avec les fécondations in vitro, la congélation d'embryons, on en a parlé, le don de gamètes. La médecine ne se contente plus d'aider la nature, mais elle la remplace et parfois même elle la contourne. Et ce qui est formidable, c'est que nous sommes dans les années 80 et 90, les réseaux sociaux n'existent pas, et pourtant, il y a de la polémique. On imagine ce que ça pourrait donner aujourd'hui. De toute façon, on va le voir avec la GPA, je pense, mais bon. Alors, effectivement, il y a polémique. La PMA est longtemps réservée aux couples hétérosexuels infertiles. L'idée, c'est alors de réparer une défaillance biologique, on va dire. Mais le débat devient forcément beaucoup plus tendu après l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Ça, c'est assez récent, ça date de 2021. Les opposants dénoncent une marchandisation du corps, on se traite d'apprentis sorciers, on s'accuse de vouloir effacer le père. Les défenseurs de la PMA, pour toutes, eux, invoquent l'égalité, ils invoquent la liberté, et surtout, ils rappellent que la PMA a évité bien des souffrances à des familles qui souffraient de ne pas pouvoir avoir d'enfants, et qu'elle a permis la naissance de milliers d'enfants sans que ça provoque, on va dire, de catastrophes anthropologiques particulières, même si on pourrait toujours dire on n'a peut-être pas assez de recul, on verra avec le temps. Alors la GPA aussi crée des polémiques, on en a parlé, mais il y a aussi l'eugénisme. La sélection des embryons. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut s'inquiéter de l'apparition de nouvelles pratiques, comme alors, la sélection des embryons. Si la science le permet, est-ce que demain, on ne va pas pouvoir décider des caractéristiques de son futur enfant? Parce que si la science ne le permet pas forcément là tout de suite, je veux dire, on va y venir. Et à un moment, le débat va se poser. Et il va se poser avec, évidemment, les réseaux sociaux. Donc ce qu'il faut espérer, c'est que si le pays légifère, et à mon avis, il sera amené à un moment à le faire, il ne le fasse pas sous la pression, qui à chaque fois que ces sujets sont jetés sur la table se transforme la pression se transforme en passion, mais qu'il le fasse avec une certaine rigueur, en étant un petit peu froid, j'allais dire, pour éviter que la passion submerge tout le monde, les politiques bien sûr, mais aussi parfois les médias qui ne sont pas du truc sans être toujours scientifiques. Est-ce que, Michael Grimbert, merci Patrice, est-ce que vous êtes soumis à des pressions importantes de la part aujourd'hui? Alors, on sait que les réseaux, c'est l'enfer, mais est-ce que vous êtes menacé? Est-ce que vous-même, en tant que spécialiste de la reproduction et en plus médiatique, donc on vous entend, on vous voit, est-ce que vous êtes parfois harcelé? Harcelé, je ne sais pas, menacé, oui. Je l'ai été, notamment quand j'avais pris position pour l'ouverture de la PMA pour toutes. Oui, j'avais eu, comme dans les films, là, les lettres avec les petits bouts de journaux. Voilà, donc oui, j'ai été menacé directement. Bon, c'est comme ça, mais à un moment, c'est des choses qui, pour moi, doivent évoluer. On parlait du sens de l'histoire. Ça me paraissait être un bon combat, et les combats que j'estime être importants, je les mène, et bon, si ça doit me faire prendre un peu de risques. Et vous en parlez entre vous, les deux, parce que vous ne devez pas être le seul à être menacé. Alors, quand les gens suivent, souvent c'est plutôt ceux qui mènent qui sont un peu plus, c'est plus les têtes de pont, mais
Je trouve que c'est un acte courageux de suivre de toute façon. Quand on va se mettre à l'encontre d'un certain nombre de personnes qui sont sur des choses figées, qui ne veulent pas du tout d'évolution, alors que la science évolue, la société évolue, à un moment, il faut avoir le courage de se dire qu'on avance et que la médecine peut accompagner. Ça ne veut pas dire que tout ne doit pas être encadré. On va passer la parole à Emma qui a plein de questions à vous poser. Bah oui, je vous les soumets directement parce que je démêle le vrai du faux, mais puisque vous êtes là, je vous adresse ces questions. Finalement, on va revenir un peu aux fondamentaux avec ce vrai du fake. Il y a un âge limite pour se lancer dans une procréation médicalement assistée. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? En fait, c'est vrai, il y a un âge limite pour être pris en charge, en France en tout cas. 43 ans pour faire une fécondation in vitro, à la condition que l'homme ait moins de 60 ans. La France estime qu'un homme de plus de 60 ans ne doit pas être père, en tout cas pas aidé médicalement. Donc toutes les techniques sont interdites. Insémination intra-utérine dont on n'a pas parlé, qui est la technique la plus basique de reproduction. On va remettre des spermatozoïdes préparés au fond de l'utérus. Et après, les fécondations in vitro, c'est interdit si l'homme a plus de 60 ans, quel que soit l'âge de la femme. Après, pour l'âge de la femme, insémination, on peut aller jusqu'à 45 ans. Fécondation in vitro avec des ovules fraîchement récupérés, 43 ans. Si la femme a congelé des ovocytes, elle a le droit de repousser cet âge de 2 ans et donc de les féconder à 45 ans. Et ça, c'est pris en charge par l'assurance maladie. Et en charge par la Sécu. Il n'y a pas de dissociation. Ce qui est autorisé est pris en charge. À l'époque, on pouvait, avant 2021, si on sortait de ces clous, c'était à la charge des patients, mais ils pouvaient le faire. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. Tout est harmonisé. En France, seuls les couples hétérosexuels peuvent bénéficier d'une PMA. Vrai ou faux ? C'est totalement faux et c'est toute la polémique dont on parlait depuis 2021. On a l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. La FIV, fécondation in vitro, donc, entraîne forcément une grossesse multiple. Absolument pas, c'est même la meilleure des techniques pour éviter les grossesses multiples. Parce qu'on maîtrise le nombre d'embryons, on crée des embryons et donc on sait combien on va en replacer. Si on en replace un, a priori, il n'y aura pas de jumeaux, sauf les cas exceptionnels de vrais jumeaux, mais comme dans la vraie vie. Si on replace 2 embryons, mais ce qui est de moins en moins fait, eh bien, on prend un risque de jumeaux. Mais le plus souvent, il n'y a pas de jumeaux. Ce qui est à risque de jumeaux, c'est quand on ne contrôle pas la fécondation, c'est les inséminations ou les stimulations à la volée, avec des gens qui ont des rapports sexuels alors que la femme a été stimulée et a produit 3, 4, 5, 6 ovules. Et donc, les sextuplés, les choses comme ça, c'est jamais la FIV. C'est uniquement des techniques présumées moins efficaces. Moins contrôlées, finalement. La FIV est très douloureuse et éprouvante physiquement pour la future maman. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question. C'est éprouvant. C'est un parcours qui est long. Physiquement, psychologiquement, on investit beaucoup. Ces femmes investissent beaucoup. Les couples, parce que les hommes sont avec, même s'ils souffrent moins physiquement, c'est pas toujours simple que d'accompagner. Mais la femme souffre aussi physiquement parce que c'est des injections quotidiennes pendant 10-12 jours. Il faut être disponible pour des prises de sang, des échographies. Et à la fin, il y a un passage au bloc opératoire pour récupérer les ovules. Donc c'est lourd. Et surtout que ça ne marche pas à chaque fois. Donc, c'est un parcours qui peut être très long et plus il avance, plus il peut être douloureux. On propose un accompagnement psychologique aux futurs parents dans ces parcours-là ? En théorie, on se doit de le proposer systématiquement. Donc, c'est fait très régulièrement. C'est peut-être que certains médecins oublient, mais c'est hyper important. Après, au couple de choisir s'ils veulent le faire ou pas. Il n'y a pas d'obligation d'être suivi par un ou une psychologue quand on est dans un parcours d'assistance à la procréation. Se lancer dans une PMA, ça veut dire prise de poids pour la femme. C'est vrai ou pas forcément ? Pas forcément, mais malheureusement, souvent, ces injections d'hormones... Alors, il y a une part sans doute liée à un peu de rétention d'eau avec les traitements hormonaux. Il y a une part sans doute aussi qu'avec le stress, certaines femmes vont avoir tendance à grignoter un peu. Et tout ça concourt souvent, malheureusement, à une prise de poids. Mais on s'aperçoit qu'elle est quand même un peu moins importante chez les femmes qui font des congélations d'ovocytes, où il n'y a pas cette pression de la grossesse immédiatement à chaque fois. Il y a juste un nombre d'ovules récupérés que quand on est dans un parcours de FIV à proprement parler, alors que c'est les mêmes traitements. Et donc, il y a sûrement cette partie de stress qui vient s'additionner et jouer dans la prise de poids. J'ai encore un peu de temps. Oui, mais vous prenez la dernière parce que l'avant-dernière, ce sera le thème de la chronique de Christophe. Eh bien, la voici. C'est quand les femmes abandonnent l'idée d'une grossesse qu'elles tombent enceintes naturellement. Alors là, c'est quand même le pompon pour terminer. Elle est très répandue, cette idée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors, ça arrive. Ça montre à quel point on est mauvais. Encore trop mauvais. Parce qu'on ne sait pas pourquoi. Et tant mieux pour ces femmes-là. Ce n'est pas la majorité.
Quand vous dites on est mauvais, c'est qu'on ne comprend pas tout finalement. On ne comprend même pas grand-chose. On progresse tout le temps, mais à la fin, on peut estimer qu'il y a une grosse part de hasard. Nous-mêmes, on ne sait pas quand ça va marcher ou ne pas marcher, malheureusement. Et vous avez dit que ça ne marchait pas pour tout le monde. Il y a des stats. Ouais, on estime 50%, c'est quoi on le estime qu'il y a chiffre ? un couple sur 2 qui rentre dans un parcours de PMA qui finira avec un enfant. 50%, d'accord. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup, mais c'est un fourre-tout, ce chiffre-là. C'est sûr que si on rentre dans un parcours de PMA à 42 ans, on va avoir 10 à 15% de chances de repartir avec un enfant. Si on rentre à 30 ans, on aura 70%. Donc, moyenne, on va dire. Ouais. Et tiens, puisque vous posez cette question, est-ce que vous savez, vous prenez une femme, tout va bien, les ovocytes, tout est nickel. Le monsieur, jeune, pareil, les spermatozoïdes en pleine forme, pleine bourre. Des rapports sexuels réguliers. À chaque rapport sexuel, dans les bonnes périodes, quel est le pourcentage de chance d'avoir une grossesse ? Donc de façon tout à fait naturelle. Tout à fait naturelle, tout va bien. Il y a l'ovulation, il y a les spermatozoïdes, tout va bien, tout baigne, tout est nickel. Je suis sûr que c'est pas du 80, c'est du 50% ou du 40%. Moi je dirais 30%. Moi j'aurais dit un peu plus quand même, plutôt 60. Ouais, je crois que c'est 1 sur 4, 25%. 25%. J'étais à 30%. 25%. Et ce qui pose problème parce que... On est beaucoup moins performants que les animaux. Ouais, mais l'acte dure plus longtemps. Hein, ça dépend. Ça dépend des espèces. Oh, bah, moi je trouve... moi, on arrive facilement à 15 secondes chez l'homme. J'ai vu les lions faire, c'est très rapide. Non, mais c'est... Oui, c'est très souvent. Oui, mais c'est... Et en plus, il lui mord l'oreille et ça fait mal. Des lions. Ah, les lions, je crois que... Ouais, mais il lui mord l'oreille et ça fait mal. Je sais pas si Oui, vous avez vu. Mais c'est surtout un problème parce que les gens ont l'impression que ils ne comprennent pas pourquoi, finalement, c'est pas du 100%. Quoi. Non, mais quand je disais qu'on ne comprend pas tout, effectivement, il y a des couples qui auront 5, 6, 7, 8 enfants, qui n'auront aucun problème de fertilité à proprement parler. Des fois, ça marche le premier mois, des fois au 10e mois, des fois au 8e. On ne sait pas pourquoi. Et ils sont fertiles, ils auront le nombre d'enfants qu'ils voudront à la fin. Alors, coach Cricri, maintenant, c'est sa chronique. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de ne pas poser la question, Emma, parce qu'elle voulait demander, au moment où on transfère l'embryon, la future maman doit rester au calme, pas de sport, pas de charge lourde, du repos, vrai ou faux. Vous allez nous répondre, parce qu'il y a pas mal de médecins, apparemment, de femmes qui disent « Ouh là là, j'ai une PMA, il ne faut pas que je bouge, il ne faudrait pas que ça décroche. » Alors, ça c'est certainement, je vais parler sur votre contrôle, professeur, excusez-moi. Oui. C'est une idée reçue. Les médecins considèrent que l'activité physique modérée, très important, est plutôt bénéfique pendant le parcours de PMA, sauf contre-indication particulière évidemment, qui n'a rien à voir, qui ne peut rien avoir avec le sujet du moment. Le sport ne fait évidemment pas tomber enceinte, ça je le précise bien, mais il peut aider le corps et surtout le mental à mieux traverser cette période, quand on sait que PMA, c'est charge émotionnelle énorme avec donc le stress, l'anxiété, est-ce que ça va marcher ou pas, vous le disiez, la fatigue, le sentiment de perte de contrôle et même le sentiment d'un peu de perte de soi. Là, le sport peut devenir un véritable soutien. Ouais, c'est marrant comme cette expression de tomber enceinte, ça c'est un truc qui est formidable. Donc le principal bénéfice, il est psychologique. Alors pas seulement, l'activité physique permet aussi et agit sur le sommeil et les niveaux de stress, donc ça répare quelqu'un qui est stressé pendant le parcours de PMA. C'est aussi très efficace ce sport sur la circulation du sang et l'équilibre métabolique. Là aussi, ça peut avoir des effets qui ne sont pas neutres. En cas de troubles hormonaux comme le SOPK, qui s'appelle d'ailleurs le SMOP maintenant, le SOPK, vous en aviez parlé, Emma, il n'y a pas très longtemps, le syndrome des ovaires polykystiques. Donc SMOP, ça veut dire, professeur, le syndrome des ovaires micropolykystiques. Voilà, c'est ça. Ça va encore changer comme nom. Pour arrêter de mettre multikystique ou polykystique, parce que ce n'est pas des kystes. D'accord, on surveillera. C'est des follicules, c'est ça qu'on avait dit. C'est ça qu'on avait dit, d'accord. Donc, en cas de troubles hormonaux comme l'ancien SOPK, le sport peut contribuer à améliorer certains paramètres liés à la fertilité, mais l'aspect mental reste essentiel. Beaucoup de patientes décrivent la PMA comme un moment où leur corps médicalisé leur échappe un peu, entre les injections, les traitements, les examens, la répétition des rendez-vous auprès de l'équipe de soins. Elles ont parfois le sentiment de plus vraiment habiter leur propre corps, et c'est là que le sport peut permettre de retrouver des sensations un peu positives, des sensations physiques, et de se rendre compte que son corps fonctionne encore malgré le moment compliqué qui est en train de se passer. Voilà, c'est pas, on ne parle pas de préparer un marathon. Non, alors c'est sûr que là, je disais tout à l'heure de façon modérée l'activité sportive. Le sport modéré est recommandé, mais le sport intensif peut au contraire devenir contre-productif. Les entraînements extrêmes ou le surentraînement peuvent perturber les hormones. On le sait chez certaines athlètes de haut niveau qui ont beaucoup de problèmes de ce côté-là. Augmenter la fatigue à une période où il faut plutôt être en forme. Vous le disiez tout
tout à l'heure, et parfois compliquer le parcours. Les activités les plus conseillées sont les activités douces, comme la marche rapide, la natation, le yoga, le pilate, le vélo modéré. L'idée n'est pas la performance, Michel, vous l'avez dit, on n'est pas là pour faire des records, mais le bien-être et, un truc très important, la régularité. Et il y a aussi un autre aspect, c'est le couple. Faire du sport à deux, dans cette période où, quelquefois, il y a des dérèglements en termes de relations à l'intérieur du couple, faire des choses ensemble, pratiquer certaines activités sportives ensemble, peuvent rendre service au parcours et, notamment, à la jeune maman qui s'attend à avoir un bébé. Mais il ne faut pas rêver, c'est pas le sport qui vous permet d'avoir une grossesse. Hein. Ça, je vous laisse. Enfin, c'est plutôt le sportif avec lequel vous le faites. Qui peut vous permettre d'avoir une grossesse. Michael Grimbert, PMA, dans la PMA, on a vu l'ICSI, on a vu la fécondation in vitro, la grossesse par autrui. C'est quoi l'avenir? Il y a de nouvelles techniques qui vont arriver? Ouais, l'avenir, il peut faire peur aussi. C'est pas vraiment des nouvelles techniques, c'est améliorer les techniques qui sont disponibles. Mais quand on parlait d'eugénisme tout à l'heure, il y a des techniques aujourd'hui qui disent qu'on va analyser des cellules embryonnaires pour faire du diagnostic de maladies polygéniques, pour essayer de... Autrement dit, des maladies liées à plusieurs gènes. Plusieurs gènes, c'est-à-dire que voilà, moi je voudrais un enfant qui est à risque minimum d'avoir un diabète, ou d'être schizophrène, ou d'être bipolaire, ou d'avoir un cancer. Ça part un peu dans tous les sens, ça existe, hein, c'est commercialisé aux États-Unis déjà, hein, ça part souvent de là-bas. Le problème, c'est que ça veut dire qu'il faut faire un choix. Non, mais je vais prendre celui à 5% de bipolaire, je préfère que celui qui a 5% de risque de cancer. Ça devient hyper compliqué. Et l'intelligence artificielle va énormément aller dans ce sens. Ouais. À partir des cellules, rapidement, on aura les gènes. Bien sûr. Mais c'est tout le problème, parce que ces maladies, elles sont par définition polygéniques, et elles dépendent de l'environnement, de la manière dont on est éduqué, la manière dont on vit. Et on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et on en parle souvent, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire qu'un gène va s'exprimer en fonction de l'environnement, de ce que vous mangez, de là où vous vivez, des risques que vous prenez, fumer, boire, etc. Merci beaucoup, Michael Grimbert, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, les amis. On se retrouve très vite pour un nouveau Mieux ou... Bien. À bientôt.